Nos professeurs nous ont proposé de travailler sur le rôle des femmes dans notre région pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous avons mené une enquête sur 2 femmes juives, Rose Volman, habitant à Nice en 1943, Annette Barbu, née Chouchana, habitant dans le Var, une collaboratrice, Alice Mackert, dite Alice la Blonde, qui a participé à la Shoah, et 2 femmes engagées, résistantes, l'une est juste et pour l'autre, Isabelle Pell et Zoé David. Nous allons retracer le destin, le parcours de ces femmes pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous avons eu la chance de rencontrer 2 enfants cachés pendant la Seconde Guerre mondiale, Roger Volman et Daniel Vancier. Lors du témoignage de Roger Volman, nous avons appris que sa famille, originaire de Pologne, s'était installée à Paris. Les grands-parents de Roger et leurs enfants ont choisi la France, pays des droits de l'homme, pays qui a défendu un juif, Dreyfus. Donc, rien ne pouvait leur arriver sur cette terre. Comme beaucoup de Français, cette famille subit l'exode lors de l'arrivée des Allemands à Paris. La famille se disperse. Roger et son frère partent en Bretagne. La France capitule et signe l'armistice le 22 juin 1940. Les conditions de l'armistice sont très dures. La partie nord de la France est occupée par les Allemands. La partie sud est dite libre. Le gouvernement s'installe à Vichy. Le maréchal Pétain obtient les pleins pouvoirs en juillet 1940. Dès octobre 1940, les Juifs subissent des persécutions avec les premières lois antisémites. Roger nous a dit que sa maman avait été arrêtée une première fois à Limoges et qu'elle s'était réfugiée à Nice avec ses tantes en 1943. Pourquoi venir à Nice? Quand et comment Rose Volman a-t-elle franchi la ligne de démarcation? Pourquoi prendre de tels risques? Pourquoi cette première arrestation? Donc, pour répondre à nos interrogations, nous nous sommes rendus aux archives départementales pour retrouver la trace de Rose Volman. Et parallèlement, nous avons écrit aux archives de Limoges. Les archives de Limoges nous ont transmis des documents que voici. Rose Volman, née Lottinger, Rusla, est arrivée en France en 1928 et a tenté de rentrer en zone libre le 18 août 1942, où elle a été arrêtée. Nous pouvons penser que Rose a voulu franchir la ligne de démarcation pour échapper aux rafles, comme celle du Veldiv en juillet 1942. Pour passer en zone libre, il fallait payer des passeurs. Nous pouvons supposer que Rose a été victime de ce dernier. Dans ce document, nous apprenons aussi que son mari a été arrêté et interné à Pithiviers. Elle a aussi avoué avoir 2 enfants, Henri et Roger. Elle est assignée à résidence dans la banlieue de Limoges, à Chalut, dès le 22 septembre 1942. À partir de novembre 1942, Vichy interdit totalement la circulation des Juifs en dehors de la commune de résidence. Rose est contrainte de résider à Chalut. Rose est restée à Chalut au moins jusqu'en mai 1943. Dans le courrier de la préfecture des Basses-Pyrénées du 5 mai 1943 et dans une notice individuelle émanant du centre d'hébergement de Rieswald, nous apprenons que la sœur de Rose Volman, mademoiselle Lottinger, elle a été internée dans le camp de transit Rieswald puis Gurs en novembre 1942. Elle désire rejoindre sa sœur à Chalut qui peut subvenir à ses besoins. Nous apprenons qu'elle a tenté de s'évader le 30 janvier 1943. Elle déclare avoir de l'argent à Nice, où une partie de sa famille réside, dont la sœur Goldberg Chaya. Dans les renseignements divers, elle ne donne pas l'adresse d'un des membres de sa famille. Est-ce par méfiance? Nous perdons par la suite leurs traces. Aux archives départementales à Nice, nous retrouvons Rose qui habite Villa Mousmé, chemin des Pins à Nice. Pourquoi la famille Volman est-elle venue à Nice? Nice est occupée par les Italiens du 11 novembre 1942 au 8 septembre 1943. Pendant cette période, Nice apparaît comme un havre de paix pour les Juifs. En effet, le consul général italien refuse d'apposer la mention juive sur les papiers d'identité et de transférer les Juifs dans la zone d'occupation allemande. Donc les Juifs ne sont pas livrés aux Allemands sous l'occupation italienne. Ainsi, de nombreux Juifs affluent dans notre région. Nice passe sous occupation allemande le 8 septembre 1943. Très vite, les Allemands contrôlent les routes et les gares. Les Juifs ne peuvent plus fuir. La Gestapo fait son entrée à Nice le 10 septembre avec comme chef Alois Brunner. Il veut arrêter tous les Juifs français et étrangers présents dans la région niçoise. N'oublions pas que l'État allemand a mis en place les modalités de l'extermination des Juifs d'Europe lors de la conférence de Wannsee le 20 janvier 1942. L'extermination est préparée, planifiée. Aux archives, nous retrouvons les traces de la famille Volman.
Dans la soirée du 28 septembre 1943, l'ensemble de la famille de Rose a été raflé dans leur maison à Nice. Leurs biens ont été spoliés par les services de la police allemande. 75 personnes ont été arrêtées à Nice ce jour-là. Le 29 septembre, 55 juifs dont la famille Wollmann sont transférés à Paris. Le départ à la gare de Nice se déroule dans une extrême violence. Nous nous sommes rendus à Drancy et aux archives de Drancy. Drancy était un camp de transit, un camp qui servait à enfermer les gens avant de les déporter vers des centres de mise à mort. Au mémorial de Drancy, nous avons retrouvé la notice individuelle de Rose Wollmann. Elle est arrivée à Drancy le 30 septembre. La vie à Drancy est difficile. Ils dorment sur des planches ou à même le ciment, sans paillasse ni couverture. Les juifs internés sont parqués à 50 ou 60 par chambrée. En guise d'alimentation, ils reçoivent chaque jour 250 grammes de pain et 3 soupes sans légumes dans des récipients de fortune qu'ils partagent à plusieurs. Drancy est un monde fermé. Nous avons aussi retrouvé la fiche de déportation de Rose Wollmann. Elle est partie de Drancy le 7 octobre 1943 par le convoi 60 pour Auschwitz. Dans ce convoi, 1000 personnes sont déportées, dont Jung Pérez, le mathématicien Jacques Feldbaud, le professeur de médecine, Charlotte Salomon, artiste peintre. Le trajet était très éprouvant et durait 3 jours. Les déportés arrivaient sur une plateforme de déchargement dans un premier temps à l'extérieur du camp. Rose Wollmann a été assassinée dès son arrivée. 491 personnes de ce convoi ont été gazées dès leur arrivée au camp avec du Zyklon B. Sa sœur a déclaré au Yad Vashem que Rose était décédée à Auschwitz. Nous avons aussi retrouvé un document sur le site Les morts dans les camps qui confirme que Rose Wollmann a été assassinée à Auschwitz. Lors de son témoignage, Annette nous a raconté les discriminations subies par les Juifs pendant le régime de Vichy dans la zone libre. Par exemple, confiscation des automobiles, des bicyclettes, des postes de radio, interdiction de changer de domicile, interdiction de quitter son logement entre 20h et 6h du matin, interdiction de fréquenter les restaurants, cafés, cabines téléphoniques publiques, cinémas, salles de concert, musées, bibliothèques, piscines, terrains de sport, champs de course, squares, bains, douches municipaux, marchés, foires, interdiction de prendre le tramway pour les personnes On est à juives. Toulon en 1943. 43, 44. Oui, 43, ça a commencé à avoir des bruits de ce genre, oui, de Gestapo. oui. Et en 44, j'étais prise par la Gestapo. La Gestapo est venue me chercher. Oui. Tout ça par, comment dirais-je, par dénonciation. Voilà. Certains métiers leur étaient interdits. En effet, le gouvernement de Vichy, dans la zone libre, a demandé aux Juifs de se recenser et certains métiers leur sont interdits. Nous avons retrouvé aux archives de Draguignan un document où la famille Ovadia déclare sa judaïté. Il fait référence à la loi du 2 juin 1941. Le beau-frère d'Annette, Marc Ovadia, en tant que chef de famille, déclare au sous-préfet sa judaïté ainsi que celle de sa femme, Mathilde, de son frère et de sa mère. Il indique son adresse et qu'il ne possède aucun bien. Il mentionne être marchand ambulant et posséder quelques marchandises. À l'époque, les Français étaient très légalistes et ils ne pouvaient imaginer la suite des événements. C'est pourquoi ils se sont fait recenser. Et puis, Marc Ovadia a dû se poser ces questions. Doit-il refuser le recensement en risquant la prison, l'amende, puis l'internement? Peut-il quitter son lieu d'habitation sans carte de rationnement et avec quels moyens financiers? C'est une lettre du préfet adressée au commissaire qui lui dit de faire attention que tous les juifs soient recensés. On peut aussi en déduire que l'État avait tout planifié. Ce recensement permet de localiser les juifs et de constituer un fichier avec leur adresse, leur profession et leur richesse, ce qui a facilité par la suite les arrestations. Les fiches d'arrestation seront établies rue par rue, immeuble par immeuble, étage par étage. On voit que ce document est écrit par le maréchal Pétain, ce qui prouve la participation de l'État français au génocide juif. D'autre part, la loi du 2 juin 1941 sur le statut des Juifs définit radicalement la judaïté. Est considérée comme juif une personne dont les 3 grands-parents sont de race juive ou 2 grands-parents si son conjoint est lui-même issu de 2 grands-parents de race juive. Pour ne pas être considéré comme juif, il fallait adhérer à une autre confession avant la loi sur la séparation de l'Église et de l'État de 1905. Nous avons retrouvé aux archives départementales différents documents montrant les interdictions professionnelles pour les juifs, en particulier dans les hôpitaux. Annette Barbu, son beau-frère et sa petite nièce Nelly a été arrêtée à Tourtour dans le Var le 31 janvier 1944 sur dénonciation. Quand les Allemands sont arrivés à Tourtour, Annette a cherché à fuir avec sa petite nièce.
mais elle s'est rendue aux autorités allemandes par peur que les Allemands tuent 10 personnes du village. Elle a essayé de confier Anneli à une villageoise. Cette dernière a refusé, probablement par peur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Tourtour en 1900? Eh bien, à Tourtour, je suis allée rejoindre ma sœur, mon beau-frère et leur petit bébé qui se trouvaient à ce moment-là à Tourtour, dans ce petit village de Tourtour. Excusez-moi, je parle pas. Ouais. Je vais l'avoir prise. Et c'est là que nous avons été dénoncés par le maire par intérim de ce petit village et qui nous a dénoncés. Et à ce moment-là, la Gestapo est venue nous chercher dans ce petit village. La gendarmerie informe le préfet de cette arrestation le 4 février 1944. Nous avons retrouvé la fiche d'arrestation d'Annette et de son beau-frère. C'est un courrier du préfet du 5 février qui demande des explications sur leur arrestation et les raisons. Le 20 avril 1944, le chef du cabinet de la police nationale demande au préfet de donner des arguments pour éventuellement les libérer. Annette est interrogée par la Gestapo à Draguignan où elle retrouve sa sœur. Elles seront emprisonnées à Marseille. La sœur d'Annette et son mari, avec leur enfant, arrivent à Drancy le 11 mars 1944. Nous avons retrouvé leur notice individuelle et la fiche de fouille de Marcos qui avait 1040 francs. Annette arrive plus tard à Drancy le 21 mai 1944. Nous savons qu'Annette avait une bague à 110 francs. Mathilde, Nelly et Marcos sont partis de Drancy le 27 mars 1944 par le convoi 70 pour Auschwitz. Dans ce convoi, 1000 personnes sont déportées, dont 480 personnes sont gazées dès leur arrivée. Annette est partie de Drancy le 30 mai 1944 par le convoi 75. Arrivés à Auschwitz, ils découvrent alors un camp immense. Dès leur arrivée, les familles, les hommes et les femmes étaient séparés, puis se déroulait la sélection. Cette sélection se faisait en fonction du physique, mais également en fonction du besoin de main-d'œuvre. C'est donc une véritable loterie. À Auschwitz, environ 80% des individus étaient gazés dès leur arrivée au camp avec du Zyklon B. Les personnes envoyées dans les chambres à gaz étaient dirigées vers des baraquements où on leur demandait de se déshabiller en leur faisant croire qu'ils allaient prendre une douche pour ne pas créer de panique. L'extermination était organisée sur un mode industriel. Les chambres à gaz pouvaient contenir plus de 1500 personnes et en moins de 30 minutes, les humains étaient réduits en cendres. Ils n'étaient ni tatoués ni répertoriés. Ils sont morts sans laisser de traces. Nous avons retrouvé la photo de Claudie Fuchana, dite Nelly, au Mémorial des enfants à Paris. 11 400 enfants ont été déportés de France, 6 000 l'ont été au cours du seul été 1942, 2 000 d'entre eux n'avaient pas 6 ans, comme Nelly. Les victimes de la Shoah se comptent par millions. 5 100 000 au total. Parmi eux, 1 million sont morts dans les camps d'extermination et 150 000 dans les camps de concentration. 1 100 000 sont mortes à Auschwitz, dont 96 000 juifs et 21 000 tziganes. Les nazis ont voulu effacer toute trace de ce massacre et ont massacré la réalité. On le voit dans le vocabulaire utilisé, on parle de solution finale, de traitement spécial. C'est un génocide, un crime contre l'humanité. L'État nazi a piétiné les droits de l'homme. Des hommes, des femmes ont participé à ce génocide, dont une femme, Alice Makert, à Nice. Alice Makert naît le 5 février 1916 à Lucerne, en Suisse. Elle mesure 1,63 m. Elle est condamnée par le tribunal le 2 décembre 1948. Elle est arrêtée pour espionnage, arrestation, détention et séquestration de personnes, menaces de mort et coups et blessures volontaires. Alice Makert, appelée aussi Alice la Blonde,
était sans domicile fixe en France. Elle était journaliste de profession. Lors de son procès, un témoin raconte qu'Alice Makert a participé à l'assassinat de 6 résistants. Un autre raconte qu'Alice Makert a insulté une vieille dame israélite en la traitant de sale bête, puis elle lui a demandé où étaient ses bijoux et elle l'a giflée. On voit ici qu'Alice Makert pensait que tous les juifs étaient riches, ce qui est un préjugé. Nous avons retrouvé le témoignage de Madame François Marguerite, couturière à Nice, appartenant au groupe de résistance Combat qui a été arrêtée à Nice en 1943 et a été conduite à l'hôtel Hermitage, siège de la Gestapo. Pendant sa détention, elle a vu Alice Makert maltraiter les femmes juives. Elle a dit qu'Alice la Blonde leur infligeait des sanctions en la privant de nourriture et de couverture malgré le froid. Elle raconte qu'elle a frappé le mari d'une femme juive jusqu'au sang. Un autre témoin, lors du procès, déclare qu'Alice Makert a interrogé une jeune femme juive et qu'elle avait déclaré « là où elle est, elle ne parlera plus ». On peut formuler plusieurs hypothèses. Soit cette jeune fille a succombé aux tortures ou bien elle a été déportée dans un camp de la mort. Un autre témoin rapporte les propos d'Alice Makert « je vais à la chasse aux juifs ». Avec l'ensemble de ces documents, Alice Makert a collaboré et a participé à la Shoah. Nous avons découvert un document qui parle d'une autre génocidaire, Sedlitz Maria, qui procédait à des arrestations, des interrogations de personnes de confession juive. Si des femmes ont été des bourreaux, d'autres ont résisté et caché les juifs. Isabelle Pell est née en 1901 à New York. C'était une artiste américaine. Par la suite, en désaccord avec sa famille, elle s'installe à Paris. Isabelle Pell a été vice-présidente de la Croix-Rouge américaine à Cannes pendant la guerre 39-40. En 1942, elle est arrêtée et assignée à résidence par les autorités italiennes à Puget-Théniers. Elle rentre dans la résistance. Elle y réside jusqu'à l'arrivée des troupes allemandes en septembre 1943. Elle habite à Auribeau-sur-Siagne et poursuit et intensifie des actions de résistance à l'ennemi. En 1944, elle reçoit le titre de citoyenne d'honneur par le Comité de libération de Puget-Théniers et donne son nom à l'ancienne montée de Fleur de Paris. Isabelle Pell décède à New York en 1953. Zoé David est née le 12 janvier 1908 dans le village Saint-Léger. Pendant la Seconde Guerre mondiale, grâce à son rôle de secrétaire dans la mairie de son père, César David, elle a fait en sorte que le village puisse accueillir des réfugiés qui fuyaient les nazis, au risque de sa propre vie. Elle a aidé 4 familles juives et une trentaine de personnes en fournissant de faux papiers. Elle a hébergé les familles Groust, Groscott, Schellmann et Brost. Tout le village a été extraordinaire. Les habitants ont accepté de partager leur nourriture avec les juifs. La population avait augmenté de 50%. La population du village, certains gendarmes, le facteur, mais aussi la postière, sont mis dans la confidence et gardent le secret. Grâce à la solidarité et au silence des villageois, tous les réfugiés qui étaient cachés dans les familles furent sauvés. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a un seul pays où il n'y a pas eu de déportation, c'est le Danemark. Parce que dans le Danemark, lorsque les nazis sont arrivés au Danemark, ils ont dit aussi, il y avait une communauté juive, on va appliquer les lois raciales, ce qu'on a dit tout à l'heure, les juifs n'ont pas le droit de monter dans les 3 premiers wagons du métro, les jardins, les professions interdites et l'étoile jaune, l'étoile marquée juif. Le lendemain, le roi du Danemark sort dans la rue avec une grande étoile jaune sur la poitrine. Et les nazis ont compris que là, ils n'auraient pas d'aide de la police, de la gendarmerie, des forces, et donc il n'y a pas eu de déportation au Danemark. Mais dans tous les autres pays occupés, il y a eu ce qu'on appelle la collaboration. Dès qu'il y a une discrimination ou quelqu'un qui n'a pas les mêmes droits dans un pays de liberté, il ne faut pas laisser faire. Il ne faut pas laisser faire parce que nous, on sait maintenant où ça conduit. Ça conduit au camp de la mort, à Auschwitz, à Birkenau. Voilà où ça peut conduire. Donc il faut résister.